Depuis aussi loin qu'elle s'en souvienne, Émilie n'avait jamais vraiment compté, ni dans les yeux de ses camarades d'école, qui l'oubliaient lorsqu'il fallait former des groupes, ni dans les souvenirs des enseignants, qui écorchaient souvent son prénom. Même ses anniversaires passaient inaperçus, camouflés sous les obligations du quotidien de ses parents ou la pluie fine d'un printemps bourguignon. Mais l'invisibilité prenait une forme nouvelle depuis que son mari l'avait quittée, sans mot d'explication, laissant derrière lui une note griffonnée et le silence assourdissant d'un appartement vidé à la hâte. Elle avait tout abandonné pour lui, sa vie à Paris, ses rêves de styliste, ses croquis empilés dans un carton jamais ouvert. Et maintenant, elle revenait à Dijon, la ville qu'elle avait fuyée, la ville qui lui rappelait ce qu'elle voulait oublier. Émilie avait trouvé un poste comme vendeuse dans une boutique de vêtements en centre-ville, pas loin de la place d'Arcy. Tous les matins, elle arrivait un peu avant 9 heures, remontait les stores métalliques, alignait les ceintures, réajustait les cintres et se préparait à sourire, même quand personne ne lui rendait ce sourire. Le soir, elle repartait discrètement, comme un souffle de vent qui passe sans troubler les feuilles. La pire partie de sa journée ne se trouvait pourtant pas entre les rayons ou derrière la caisse. Non. Le pire, c'était quand Madame Chevalier, sa belle-mère, entrait dans la boutique. Une femme à la mise impeccable, au regard glacial, qui avait élevé l'humiliation au rang d'art. Elle n'achetait rien. Elle flânait, commentait à haute voix les vêtements trop vulgaires ou trop bon marché, puis posait les yeux sur Émilie comme sur une erreur administrative. Sa sœur par alliance, Chloé, l'accompagnait souvent. Elle ne disait rien de cruel, pas directement. Elle riait, toujours, comme si chaque malheur d'Émilie était une comédie, comme si son abandon était une intrigue de série B. Ce rire blessait plus encore que les mots de Madame Chevalier, car il venait de quelqu'un qui avait partagé sa table, ses vacances et quelques fous rires jadis sincères. Émilie n'osait rien dire, parce qu'elle savait qu'on ne la croirait pas. Dans cette ville où tout le monde connaissait tout le monde, elle était la petite fille du boulanger qui avait fait faillite, la nièce de l'oncle qui buvait trop. Personne ne pensait qu'elle puisse valoir quelque chose. Même elle avait fini par douter. La solitude s'installait dans les gestes les plus simples. Préparer son café le matin, regarder la pluie derrière la vitrine, ranger un chemisier froissé. Elle ne se battait plus. Elle survivait. Et pourtant, dans l'intimité de son téléphone, il y avait Julien. Un prénom, un visage, des messages échangés depuis plusieurs mois. Ils ne s'étaient jamais vus, mais il y avait dans ces mots une chaleur qu'Émilie n'avait pas connue depuis longtemps. Julien ne posait pas de questions intrusives. Il écoutait. Il racontait ses journées, ses pensées, ses silences. Il lui parlait comme à une égale, comme à quelqu'un qui existe. Elle ne savait presque rien de lui, sinon qu'il voyageait, beaucoup, qu'il aimait les couchers de soleil et qu'il avait une obsession étrange pour les noms de rues anciennes. Il lui avait un jour écrit « Tu n'es pas invisible, tu es juste entouré de gens qui ne savent pas regarder ». Cette phrase, elle l'avait relue des dizaines de fois, souvent le soir, sous sa couette, quand les pleurs menaçaient de surgir. Elle ne s'autorisait pas à espérer. Julien pouvait très bien être un mirage, une distraction passagère. Mais dans ses messages, elle sentait une sincérité rare. Les jours passaient et rien ne changeait en surface. Émilie continuait à plier des jeans, à répondre « Bonjour, je peux vous aider ?» à se faire ignorer. Mais à l'intérieur, quelque chose bougeait. Une fissure peut-être. Une faille dans le mur qu'elle avait érigé pour se protéger. Julien n'était pas réel dans son quotidien, mais il représentait une possibilité. La simple idée qu'un jour, quelqu'un puisse la voir autrement. Elle n'avait pas encore décidé si elle voulait y croire. Mais cette idée, cette simple idée, suffisait à la faire tenir debout. Elle ignorait encore que sa vie était sur le point de basculer, et que tout ce qu'on lui avait volé allait lui être rendu, pas par vengeance, pas par miracle, mais par amour. Un amour inattendu, audacieux, presque absurde. Un amour capable de faire taire une ville entière. Ce jeudi-là, la pluie tombait en diagonale sur les vitrines de la boutique, effaçant presque les passants pressés de rejoindre un abri. À l'intérieur, l'atmosphère était tiède, bercée par une playlist sans âme diffusée en boucle.
Émilie, comme d'habitude, rangeait sans broncher les piles de t-shirts sur la table centrale. Ses gestes étaient automatiques, mécaniques, presque méditatifs. Le coton glissait entre ses doigts, lisse et indifférent, comme le monde autour d'elle. La sonnette de la porte retentit, légère mais impitoyable. Elle n'eut pas besoin de tourner la tête pour savoir qui venait d'entrer. Ce parfum, cette démarche martelée de talons trop chers pour la pluie, Madame Chevalier encore. Derrière elle, Chloé, tout sourire, enroulée dans un imperméable jaune canari trop voyant. Le genre de tenue qu'on porte quand on veut qu'on vous regarde. Exactement le contraire d'Émilie. Elle fit semblant de ne pas les voir. C'était sa seule défense. Plier, replier, arranger les cols, respirer lentement. Ne surtout pas réagir. Madame Chevalier flânait parmi les rayons, commentant chaque pièce à voix haute, comme si elle s'adressait à une audience invisible. C'est donc ça, la mode aujourd'hui? On vend des chiffons à prix d'or, pauvre France. Chloé. Riette, un peu trop fort, un peu trop souvent. Les clientes, elles, écoutaient. Certaines souriaient timidement, d'autres détournèrent le regard. Personne ne disait rien. L'une d'elles attrapa un chemisier que venait de plier Émilie. Elle recommença sans un mot. Toujours ce silence. Puis ce fut le moment. Celui qui allait tout fissurer. Madame Chevalier se tourna vers Chloé, juste à côté des cabines d'essayage, là où l'acoustique amplifiait les voix. Elle pointa discrètement Émilie du menton, comme si elle parlait d'un objet encombrant, et dit, d'un ton parfaitement audible. Mais enfin, qui voudrait d'elle? Même gratuite, personne n'en voudrait. Le temps se figea. Émilie sentit l'air se retirer de ses poumons, comme si elle venait d'être frappée en plein ventre. Sa main, qui tenait un t-shirt, trembla légèrement avant de le laisser glisser au sol. Elle ne leva pas les yeux. Elle ne pouvait pas. Ses joues brûlaient, non pas de honte, mais d'un mélange douloureux d'humiliation, de colère et de fatigue. Une fatigue si ancienne qu'elle semblait tisser dans sa peau. Autour d'elle, quelques clientes s'étaient figées. Une mère détourna son enfant. Une adolescente murmura quelque chose à son amie. Le silence ne dura que quelques secondes, mais il eut la lourdeur d'une éternité. Personne ne parla. Personne ne s'approcha. Personne ne la défendit. Madame Chevalier, satisfaite, tourna les talons. Chloé, elle, lança un regard à Émilie. Un regard qui aurait pu contenir une excuse, un malaise, peut-être même un fragment d'humanité. Mais non. Elle haussa les épaules et suivit sa mère en riant. Le cœur d'Émilie battait à un rythme erratique. Elle tenta de respirer, mais l'air semblait trop dense. Elle murmura un « Je reviens » à sa collègue, sans attendre de réponse, et se réfugia dans la réserve, une petite pièce sans fenêtre où s'empilaient les cartons et les cintres cassés. Là, enfin seule, elle s'effondra. Ses larmes ne coulèrent pas en silence. Elles furent bruyantes, saccadées, violentes. Pas des larmes de tristesse. Non. Des larmes de rage contenue, de blessures accumulées. Elle pleurait pour chaque fois où elle avait fermé les yeux, pour chaque mot ravalé, pour chaque moment où elle s'était dit que ça passerait. Cette phrase, dite si légèrement, avait ouvert une faille béante dans son être. Elle l'avait cru. Juste une seconde. Juste assez pour que ça fasse mal. Personne n'en voudrait. Ces mots résonnaient dans sa tête comme une sentence, comme un verdict, comme une vérité inéluctable. Elle aurait voulu crier, briser quelque chose, disparaître. Au lieu de cela, elle s'assit sur un carton, le dos contre le mur froid, les jambes repliées contre elle. Elle ferma les yeux, respira. Longtemps. C'est à ce moment-là que son téléphone vibra dans la poche de son pantalon. Elle faillit l'ignorer. Puis, à contre-cœur, elle le sortit. Un message. De Julien. Ses doigts tremblaient un peu en déverrouillant l'écran. Il écrivait « Je suis sur le point de faire quelque chose que personne ne comprendrait. Mais je te demande juste une chose. Fais-moi confiance. » Elle relut la phrase. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et malgré tout, malgré les larmes, malgré la douleur encore vive, elle sentit quelque chose bouger en elle.
un frémissement. Un soupçon de lumière. Elle n'était peut-être pas aussi seule qu'elle le pensait. Le néon vacillant du stock clignotait au rythme de ses battements de cœur encore désordonnés. Émilie, recroquevillée sur elle-même, le téléphone serré dans ses mains humides, relisait le message de Julien. « Je suis sur le point de faire quelque chose que personne ne comprendrait. Mais je te demande juste une chose. Fais-moi confiance. » Les mots pulsèrent dans son esprit, comme une onde dans un lac immobile. Julien. Ce prénom qui, depuis des mois, lui tenait compagnie dans les heures creuses de la nuit. Cet inconnu familier, à la voix jamais entendue mais aux mots toujours justes. Elle se redressa lentement, sécha ses joues avec la manche de son uniforme et inspira profondément. L'idée de faire confiance à quelqu'un, après tant d'abandon, paraissait absurde. Et pourtant, dans le silence du stock, ce message brillait comme une bouée lancée dans une mer déchaînée. Elle se remit au travail. Le reste de la journée passa dans une brume légère. Les clientes défilaient, les habits changeaient de cintre. Les portiques sonnaient. Émilie répondait mécaniquement, avec ce professionnalisme qu'on n'attendait même plus d'elle. Ni sa collègue ni la gérante ne parlèrent de l'incident. Comme si les mots de Madame Chevalier n'avaient jamais existé. Comme si, une fois de plus, l'invisible était revenu à son état naturel. Ce n'est que vers 6 heures du soir, alors que la boutique s'apprêtait à fermer, qu'une nouvelle notification vibra dans sa poche. Elle jeta un œil. Un message vocal cette fois. Julien. Elle hésita. Dans l'arrière-boutique, elle mit ses écouteurs et lança l'enregistrement. Sa voix, grave, posée, la frappa comme une décharge. Elle n'avait jamais entendu son timbre. Il semblait venir d'un autre monde, d'une vie qu'elle aurait pu avoir si tout avait été différent. « Émilie, je ne sais pas exactement où tu es en ce moment, mais je sais que tu ne te sens pas bien. Je n'ai jamais été très bon avec les grands gestes, ni avec les mots parlés. Mais il y a quelque chose que je dois faire. Quelque chose que je veux faire depuis longtemps. J'ai réservé ce moment. Il arrive. Et quoi qu'il se passe, je veux que tu te souviennes. Tu mérites plus, bien plus que ce qu'il te laisse te croire. » La voix s'interrompit, puis, comme un murmure, « Regarde par la vitrine, dans moins d'1 heure. » Un frisson parcourut l'échine d'Émilie. Ses mains devinrent moites. Elle ressortit dans la boutique, l'air de rien. La pluie avait cessé, et un pâle rayon de soleil perçait entre 2 nuages. Les clients se faisaient rares à cette heure. Les rues de Dijon retrouvaient leur calme feutré du soir. Elle regarda l'horloge murale. 19 heures moins le quart, dans moins d'1 heure. Elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, mais une étrange tension électrisait l'air. Chaque seconde semblait compter. Elle réajusta les portants, fit le tour des cabines d'essayage, tenta de se distraire, mais son regard revenait sans cesse à la vitrine. À l'extérieur, les réverbères s'allumaient doucement. À 19 heures pile, un bruit sourd la fit sursauter. Comme un grondement venu du ciel. Elle se figea, le cœur battant. Puis, le bruit s'amplifia. Un vrombissement puissant, mécanique, tranchant le silence du centre-ville. Les clientes, intriguées, s'approchèrent des fenêtres. La collègue d'Émilie leva les yeux vers elle, interloquée. Dans la rue, des passants levèrent la tête. Le bruit se rapprochait. Un couple sortit de la boutique pour voir. Émilie resta immobile. Ce son, elle le reconnut sans jamais l'avoir entendu de si près. Des hélices. Un hélicoptère. Un hélicoptère en plein centre de Dijon. Les enfants dans la rue pointèrent le ciel, excités. Les adultes sortèrent leur téléphone, filmaient, photographiaient. Le vrombissement s'intensifiait à mesure que l'appareil descendait lentement. Émilie, clouée derrière la vitrine, vit les arbres frémir sous le souffle des pales. Un vent violent balaya les trottoirs, renversant quelques sacs en papier, décoiffant les passants. Puis, dans un ballet parfaitement orchestré, l'hélicoptère se posa en douceur sur le parking vide juste en face de la boutique. Le silence retomba d'un coup, comme une nappe sur une table dressée. Les moteurs s'arrêtèrent. Le calme revint, irréel, tendu. Tous les regards étaient braqués sur l'appareil noir aux reflets métalliques. Émilie, le souffle court, sentit son cœur cogner contre sa poitrine. La porte de l'hélicoptère s'ouvrit. Une silhouette descendit, lente, assurée. Grande, élégante,
Costume gris clair parfaitement ajusté. Julien. Le silence qui enveloppait la rue avait une densité étrange, presque irréelle, comme si le monde, surpris par ce qui se déroulait, retenait son souffle. L'hélicoptère trônait au milieu du parking comme un vaisseau venu d'un autre univers, inattendu, presque absurde dans le paysage ordinaire de Dijon. Et de cette machine invraisemblable, Julien venait de descendre, le pas ferme, le regard fixé droit devant lui. Son costume gris clair semblait défier la poussière soulevée par les pales. Son manteau long flottait derrière lui, comme dans une scène de cinéma que personne n'aurait osé écrire. Une boîte de velours noir, petite mais imposante, était serrée dans sa main gauche. Il avançait sans hésitation, chacun de ses pas tranchant le sol avec détermination. Autour, les gens s'écartaient. Les téléphones étaient relevés, les visages médusés, les passants filmaient, photographiaient, commentaient à voix basse, incrédules. Mais qui c'est, ce type? Tu as vu le costume? Un tournage? Non, regarde, il vient vers la boutique. Vers la boutique? Émilie, elle, restait figée, incapable de faire un geste. Ses yeux suivaient Julien avec une intensité douloureuse. Son cœur cognait contre ses côtes comme un animal pris au piège. C'était lui, pas un rêve, pas une illusion. Il était là, en chair, en os, et avec ce regard qu'elle avait vu 100 fois à travers des mots, écrits, mais jamais en vrai. Madame Chevalier, de retour dans la boutique depuis quelques minutes, observait la scène avec un froncement de sourcils. Elle se pencha vers Chloé, agacée. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette mascarade? Il va se cracher ou quoi? Chloé, bouche entr'ouverte, n'avait pas de réponse. Pour une fois, elle ne riait pas. Julien franchit la porte automatique de la boutique. Un frisson sembla parcourir tout le lieu. Les clients s'écartèrent pour lui laisser le passage. La musique de fond s'était arrêtée, ou peut-être que personne ne l'entendait plus. Tout ce qui comptait, c'était lui. Et elle. Ses yeux trouvèrent Émilie immédiatement. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. Son visage, marqué par l'émotion, n'avait rien du masque impassible des riches et célèbres. Il était humain, profondément humain et vulnérable. Émilie se sentit vaciller, incapable de parler, de bouger. Le monde avait basculé sans qu'elle comprenne comment. Madame Chevalier se redressa, reprenant ses esprits. Elle traversa la boutique d'un pas rapide, se plaçant entre Julien et Émilie. Son ton était sec, incrédule. « Je ne sais pas ce que vous cherchez ici, monsieur, mais vous vous trompez d'endroit. Cette boutique n'est pas un cirque. » Julien la regarda sans un mot. Il ne cligna même pas des yeux. Ce silence, pesant, fit reculer légèrement la femme pourtant habituée à dominer chaque conversation. Il tourna la tête vers Émilie. « Tu m'as dit un jour que les contes de fées n'existaient pas, que ceux comme toi et moi n'étaient pas faits pour les grandes histoires, que les gens comme toi étaient faits pour rester dans l'ombre. Tu avais tort. » Il s'approcha d'un pas encore. « J'ai pris tout mon temps. J'ai attendu, j'ai observé, et maintenant je suis venue te dire que tout ça est fini, qu'à partir d'aujourd'hui tu es visible, aux yeux de tous. » Les murmures s'amplifièrent. Une jeune fille au fond de la boutique murmura « C'est pas possible !» en filmant sans trembler. La collègue d'Émilie resta bouche bée, figée derrière le comptoir. Madame Chevalier, furieuse, répliqua « Cette fille n'est rien, une vendeuse sans avenir, une épave abandonnée. Vous la connaissez depuis quand? 3 messages et un sourire par écran interposé? Vous allez nous faire croire que c'est de l'amour? » Julien tourna lentement la tête vers elle. Il ne haussa pas la voix. Il ne s'énerva pas. Il répondit calmement « Je la connais, mieux que vous ne l'avez jamais connue. Et je ne suis pas venu ici pour convaincre qui que ce soit. Je suis venu la chercher. Et rendre à cette boutique ce qui lui a toujours manqué, du respect. » Puis, se tournant vers le reste de la clientèle, « Je suis Julien Delacour, héritier du groupe Orion. Et à partir de ce jour, je suis le nouveau propriétaire de cet établissement. » Un souffle d'étonnement parcourut l'assemblée. Une cliente, tremblante, lâcha le manteau qu'elle tenait. Un homme posa sa veste sur le comptoir, oubliant son achat.
Julien tendit la boîte de velours. Il ne l'ouvrit pas encore. Il regardait seulement Émilie, avec une intensité qu'aucun mot ne pouvait traduire. Et cette boutique appartient désormais aussi à elle. Le choc, l'incompréhension. Le monde semblait chavirer. Émilie, elle, ne respirait plus. Elle avait l'impression de flotter hors de son propre corps, spectatrice d'un film tourné dans une autre vie. Les clients sortirent leur téléphone comme s'ils assistaient à une scène historique. Des flashs illuminèrent la boutique. Le ciel, au dehors, grondait à nouveau, cette fois d'un tonnerre lointain, presque solennel. Julien fit un « pas de plus ». Il s'agenouilla doucement, dans un silence total. Puis, sans rompre le contact de ses yeux avec ceux d'Émilie, il ouvrit la boîte. Le diamant scintilla sous les néons. « Mon amour », dit-il d'une voix claire. « Veux-tu m'épouser » Le monde semblait suspendu. Dans la boutique baignée de silence, chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque clignement d'œil devenait une cérémonie. Julien, à genoux, son costume gris clair sans un pli, tenait la boîte ouverte entre ses mains. La bague brillait, témoin muet d'un geste que personne n'attendait, et surtout pas Émilie. Autour d'eux, les clients retenaient leur respiration. Les vidéos se multipliaient, capturant l'instant sous tous les angles. Mais pour elle, il n'y avait plus rien d'autre que lui. Émilie ne bougeait pas. Son uniforme terne contrastait violemment avec l'élégance maîtrisée de Julien. Elle, les cheveux un peu défaits, les doigts tachés de pliages répétés, le souffle encore court d'une journée comme tant d'autres. Lui, le port altier, les épaules larges sous le tissu lisse, les yeux brillants d'une intensité indéchiffrable. Tout en lui respirait le contrôle, la décision, la puissance silencieuse d'un homme qui sait ce qu'il fait. Et pourtant, à cet instant précis, c'est lui qui était vulnérable. Le genou posé sur le carrelage, Julien ne tremblait pas. Il ne souriait pas non plus. Il la regardait comme si elle était tout ce qu'il avait toujours cherché, comme si chaque kilomètre, chaque doute, chaque message envoyé dans le vide avait mené à ce moment. Et au fond de ses yeux, Émilie ne vit ni triomphe ni pitié, mais une vérité brute, celle d'un homme qui décidait d'exister entièrement pour une femme que le monde avait ignorée. Le silence dura longtemps. Trop longtemps, sans doute, pour une proposition de mariage. Mais personne n'osait briser ce moment. Même Madame Chevalier, toujours présente, semblait frappée de mutisme. Elle regardait Julien avec une expression qui oscillait entre la stupeur et la colère contenue. Sa bouche entr'ouverte trahissait sa perte de contrôle. Elle ouvrit une fois les lèvres, puis les referma. Et pour la première fois, elle se tut. Chloé, elle, observait la scène comme hypnotisée. Le rire s'était éteint sur son visage. Ses bras croisés avaient cédé la place à une posture d'enfant dépassée par une réalité trop grande. Elle ne comprenait pas, et cela se voyait. Émilie finit par cligner des yeux. Elle fixa Julien, puis la bague, puis Julien à nouveau. Ses mains tremblaient légèrement. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de douleur cette fois, mais d'un trop-plein. Trop de silence brisé, trop d'amour imprévu, trop de violence transformée en lumière. « Pourquoi ? Maintenant » murmura-t-elle enfin, à peine audible. Julien sourit, un sourire discret, presque timide. « Parce que je ne pouvais plus attendre, parce que tu as attendu toute ta vie que quelqu'un te voie vraiment, et parce que je suis fatiguée de te voir te battre seule. » Il tendit un peu plus la boîte, sans jamais la brusquer. « Je suis venue pour que plus jamais tu n'aies à douter. Pour que plus jamais personne ne dise que tu ne vaux rien, pas même toi. » Ces mots, simples et directs, furent comme une caresse. Ils pénétrèrent les couches épaisses de douleur, de honte, de silence accumulé. Ils atteignirent une part d'Émilie qu'elle croyait morte. Et cette part, soudain, ouvrit les yeux. Elle s'approcha. Lentement. Très lentement. Comme si chaque pas menaçait de briser l'équilibre fragile du moment. Puis, sans mot, elle tendit la main. Julien y déposa la bague. Le geste fut fluide, respectueux, humble. Elle ne répondit pas encore. Elle garda la bague dans sa paume fermée, contre sa poitrine. Elle regarda autour d'elle. Les clients, la collègue, les regards figés, les téléphones levés.
Elle vit sa belle-mère, sidérée. Sa belle-sœur, perdue. Elle vit les témoins de son effacement, présents pour sa renaissance. Et elle vit aussi la vitrine. Cette vitre à travers laquelle elle avait tant de fois contemplé la vie des autres, comme un monde auquel elle n'avait pas accès. Aujourd'hui, c'était elle qu'on regardait. Elle que l'on nommait. Elle que l'on attendait. Julien se releva lentement, respectant son silence. Il ne l'obligeait à rien. Il avait posé la question. Il attendait sa vérité. Émilie leva les yeux vers lui, et pour la première fois, elle le vit non comme un homme venu la sauver, mais comme un homme prêt à l'aimer, sans condition, sans explication. Alors elle dit, doucement, « Je ne sais pas si je suis prête. » Un souffle parcourut l'assemblée. Julien acquiesça lentement. « C'est toi qui décides. » « Toujours. » Mais elle ajouta, dans le même souffle, « Mais je sais que je ne veux plus être invisible. » Julien sourit, cette fois pleinement. Il tendit la main. Elle la prit. Et dans ce contact, il y avait déjà une réponse. Pas un « oui » clair, pas encore, mais une promesse, celle d'un monde nouveau. Un monde où l'homme au costume gris clair avait décidé de poser ses genoux non devant une princesse, mais devant une femme debout. Le murmure de la foule s'élevait à peine, comme une vague hésitante. Dans la boutique où l'air semblait plus dense, plus chargé de sens qu'à l'ordinaire, chacun retenait sa réaction. Certains filmaient encore, d'autres baissèrent leur téléphone, conscients qu'ils assistaient à quelque chose que la technologie ne pourrait jamais entièrement capturer. Émilie, debout, la bague toujours serrée dans sa main, fixait Julien, comme si le sol lui-même venait de basculer sous ses pieds. Julien ne pressait rien. Il la regardait avec la patience d'un homme qui savait que les grandes décisions n'étaient jamais instantanées. Son visage exprimait une forme de paix mêlée à une intensité rare, comme s'il avait enfin atteint le point qu'il poursuivait depuis longtemps. Non pas une destination géographique, mais un lieu intérieur. Un lieu où il n'y avait plus besoin de justifier l'amour. Puis il se tourna lentement vers la foule. Sa voix, posée, couvrit le bruissement des conversations étouffées. Je sais que cela peut sembler théâtral. Je sais que beaucoup d'entre vous penseront que tout cela est trop grand, trop soudain. Mais je veux que vous sachiez pourquoi je suis ici. Et pourquoi cette boutique, cette femme, ce moment, compte plus que tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Un silence. Puis il poursuivit, les mains ouvertes, calme. Je m'appelle Julien Delacour. Mon père, Henri Delacour, a fondé le groupe Orion il y a 45 ans. J'en suis aujourd'hui l'unique héritier. L'Empire compte plus de 200 boutiques à travers le pays, une expansion européenne prévue depuis l'an dernier et un siège social à Lyon. Les regards se croisèrent. Des chuchotements, des noms répétés à voix basse. Orion. Tout le monde connaissait cette enseigne. Elle était présente dans toutes les grandes villes, symbole de raffinement et d'élégance. Julien poursuivit, sans détour. Mais ce que vous ignorez, c'est que cette boutique-ci, précisément celle dans laquelle nous nous trouvons, est désormais la mienne. Et plus encore, elle est aussi à elle. Il se tourna vers Émilie, qui fronça légèrement les sourcils, ne comprenant pas. Il y a 6 mois, alors que je reprenais le contrôle d'un ensemble de franchises peu rentables, j'ai découvert que celle-ci avait été négligée, mal gérée, et souvent utilisée pour camoufler des erreurs de gestion. J'ai décidé de la racheter personnellement, sans en parler à personne, parce qu'elle se trouvait ici, à Dijon, une ville qui ne me disait rien, jusqu'à ce que je rencontre Émilie. L'effet fut immédiat. Les chuchotements se turent, les visages se figèrent. Madame Chevalier pâlit légèrement. Elle recula d'un pas, comme si les mots de Julien venaient d'ébranler le socle sur lequel elle se tenait. Julien fit quelques pas, son regard balayant la pièce. Pendant des mois, j'ai observé cette boutique à distance. J'ai lu les rapports. J'ai vu les caméras de surveillance. J'ai reconnu sa silhouette, jour après jour. Toujours en mouvement, toujours effacée. Jamais absente, jamais en retard, toujours debout. Il marqua une pause, le regard humide, sincère. Et j'ai vu ce que vous ne voyez pas, ou que vous avez choisi de ne pas voir. Il se tourna alors vers Madame Chevalier, qui tenta un rictus de supériorité,
mais sans y croire. Vous vous permettez d'humilier une femme qui n'a jamais cessé de tenir cette boutique debout. Vous la regardez avec condescendance, comme si son uniforme annulait sa valeur. Mais c'est elle qui, jour après jour, a redonné du sens à ce lieu. C'est elle qui accueille les clientes. C'est elle qui plie chaque vêtement, avec le soin d'une artiste que personne ne veut remarquer. Un murmure d'approbation monta timidement parmi les clientes. Julien conclut. Et c'est pour cela que, symboliquement mais aussi juridiquement, à partir d'aujourd'hui, 50% de cette boutique lui appartiennent. Elle est désormais copropriétaire. Pas pour lui faire plaisir. Pas pour me faire bien voir. Mais parce qu'elle le mérite. Émilie sentit ses jambes fléchir légèrement. Elle attrapa le rebord du comptoir, comme pour s'ancrer à la réalité. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun mot ne vint. Elle ne comprenait pas. Ou plutôt, elle comprenait trop bien. Les papiers, les transferts, les messages énigmatiques. Tout cela était réel. Julien ne parlait pas de rêve. Il parlait de faits. Les clients commencèrent à applaudir. D'abord timidement, puis avec plus de conviction. Un homme à lunettes leva les bras et lança « Bravo !» Une femme âgée murmura « Enfin un homme qui a du cœur !» Même la collègue d'Émilie, restée jusqu'ici figée, éclata en larmes derrière le comptoir. Madame Chevalier voulut protester. Elle leva la voix. « C'est ridicule. Vous n'avez pas le droit de faire ça, ce n'est pas sérieux. » Julien tourna vers elle un regard glacial. « Vous n'avez plus aucun droit sur elle, ni sur son nom, ni sur sa vie. » Un nouveau silence s'abattit, lourd, définitif. Puis il se retourna vers Émilie et murmura, rien que pour elle, « C'est maintenant ton monde. Ils devront apprendre à t'y regarder. » Les applaudissements s'estompèrent lentement, remplacés par ce type de silence particulier qu'on ne rencontre qu'au seuil de moments inoubliables. Un silence de suspension, de retenue collective, comme si la ville entière avait choisi de se taire pour écouter. Les passants restaient dehors, pressaient leurs visages contre la vitrine embuée par la chaleur humaine et l'émotion. À l'intérieur, l'air semblait vibrer, chargé d'électricité et de quelque chose de plus profond, la stupeur mêlée à l'émerveillement. Émilie n'avait pas bougé. Ses doigts tenaient toujours la boîte de velours que Julien lui avait confiée quelques instants plus tôt. Son regard alternait entre les visages figés autour d'elle, la vitrine bourdonnante de spectateurs, et cet homme debout devant elle, désormais connu de tous, mais qui n'appartenait qu'à elle en cet instant. Julien respira lentement, comme pour se synchroniser avec le moment. Il tourna la tête vers la foule, puis s'agenouilla à nouveau, non pas dans un geste théâtral, mais avec une solennité désarmante. L'espace d'un battement de cœur, tout redevint simple. Un homme et une femme, face à face, avec, entre eux, la possibilité d'un futur. Il leva les yeux vers elle et parla avec une clarté qui fit vibrer chaque coin de la boutique. « Mon amour, veux-tu m'épouser ?» Ces mots, lancés sans peur ni hésitation, résonnèrent comme une onde de choc. Pas un bruit ne les suivit, aucun souffle, aucun geste. Même les appareils qui filmaient semblèrent cesser de trembler. Une cliente lâcha son sac sans s'en rendre compte. La collègue d'Émilie, la main devant la bouche, laissait couler ses larmes sans retenue. Dans ce silence, il n'y avait pas de vide. Il y avait une attente, intense, presque sacrée. Émilie sentait chaque battement de son cœur comme un coup de tonnerre dans sa poitrine. Elle revivait, en l'espace d'un souffle, toutes les humiliations, toutes les absences, toutes les nuits froides et les jours vides. Et elle comprenait, soudain, que ce moment n'était pas un effacement de cette douleur, mais une réponse à elle, un contrepoids lumineux à toutes les ténèbres. Elle sentit ses jambes trembler, pas de peur, d'émotion brute. Julien la regardait sans bouger, toujours à genoux, le regard plein de certitude. Pas une certitude arrogante, mais celle née de la patience, de la constance, de ces mois à construire en silence ce que personne n'avait osé espérer. Ses yeux disaient « Je t'ai vu ». Depuis le premier jour, je t'ai vu. Émilie ouvrit lentement la boîte, révélant la bague aux yeux de tous. Les diamants captèrent les lumières du plafond comme autant d'étoiles figées. Puis elle leva les yeux vers lui.
« Tu sais que tu es fou, murmura-t-elle. Julien sourit doucement, sans répondre. « Et que tout le monde te regarde. »« C'est toi que tout le monde regarde, » répondit-il. Elle prit une grande inspiration, ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit avec une détermination nouvelle. Elle tendit la main vers lui, paume ouverte. Julien glissa la bague à son doigt, lentement, comme s'il écrivait un serment invisible sur sa peau. Elle ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Et quand le bijou fut en place, parfaitement ajusté, elle leva les bras et l'attira contre elle. Le baiser fut immédiat, évident, longuement retenu par les murs invisibles de la peur et du doute. La foule éclata. Cris, applaudissements, sanglots, exclamations. Des dizaines de téléphones capturèrent l'instant, mais aucun ne put en traduire l'intensité. Dehors, les klaxons résonnèrent. La ville, d'un coup, sortit de sa stupeur. Chloé, toujours figée près des cabines d'essayage, posa lentement une main contre sa poitrine. Son regard perdu n'était plus moqueur. Il était brisé, ou peut-être rééduqué par la force de ce qu'elle venait de voir. Madame Chevalier, elle, tenta de s'éclipser. Mais les clients formaient une sorte de barrière informelle. Personne ne l'empêchait directement de partir, mais personne ne lui ouvrait la voie. Comme si, cette fois, l'indifférence collective avait décidé de s'inverser. Elle était invisible. Elle. Julien et Émilie restèrent enlacés un long moment, au centre de la boutique, parmi les vêtements qui redevenaient soudain insignifiants. Puis, il s'écarta légèrement, la tenant encore par la taille. « C'est réel, » dit-il. Elle hocha la tête, les yeux embués. « Et je ne rêve pas, » souffla-t-elle. « Non, ce n'est pas un rêve. C'est ta vie. C'est ton moment. » Elle le regarda longuement, comme si elle voulait imprimer chaque détail de son visage. Puis elle serra sa main plus fort. « Alors je dis oui. » Et ce « oui », prononcé sans cri, sans mise en scène, fut le point culminant de ce jour où Dijon cessa de regarder ailleurs. Le « oui » d'Émilie flottait encore dans l'air, vibrant comme une cloche lointaine qu'on continue d'entendre, bien après qu'elle a cessé de sonner. Dans la boutique, les applaudissements avaient éclaté avec une sincérité rare. Certains pleuraient, d'autres se souriaient, comme s'ils venaient de vivre un événement que chacun raconterait pendant des années. Mais au fond, près des cabines d'essayage, une silhouette restait immobile, glacée. Madame Chevalier. La mère de l'ex-mari d'Émilie, habituée à dominer chaque pièce par sa seule présence, ne comprenait pas ce qu'elle voyait. Son regard passait de Julien à la bague, de la foule à sa belle-fille désormais fiancée, comme si chaque détail confirmait une réalité qu'elle refusait d'admettre. Elle n'applaudissait pas. Elle ne bougeait pas. Et pourtant, une tempête sourde grondait dans son regard. Puis, lentement, elle fit un pas en avant. « C'est ridicule !» lâcha-t-elle, d'un ton sec, tranchant l'euphorie comme un couteau dans du verre. « Absolument ridicule. Une mise en scène grotesque. Vous ne voyez pas? C'est une comédie, et vous en êtes les spectateurs consentants. » Les clients se retournèrent, surpris. Les visages, auparavant joyeux, s'assombrirent d'un doute ou d'un agacement. Julien, toujours proche d'Émilie, se tourna vers elle. Il ne dit rien, mais son regard devint une armure. Il savait ce qui venait. Il l'avait prévu. Mais voir cette femme, ce monument de mépris, s'effondrer ainsi, il savait qu'il fallait la laisser parler, pour que tout le monde entende enfin. Madame Chevalier s'avança encore, son sac à main contre sa hanche, ses talons claquant comme des coups de fouet. « Tu crois vraiment, Émilie, qu'un homme comme lui pourrait t'aimer? Toi? Une fille sans avenir, sans famille honorable, sans rien pour elle si ce n'est ce visage de martyr permanent? Tu as pleurniché si fort que tu as fini par attendrir. »« Un millionnaire! Bravo !» Personne ne riait. Personne ne hochait la tête. Le silence qui suivit était glacial, pesant, presque violent. Émilie ne sia pas. Elle regarda cette femme qui avait été sa belle-mère, qui l'avait rabaissée pendant des années, qui l'avait méprisée sans relâche. Et elle sentit, pour la première fois, qu'elle n'avait plus peur. Elle s'avança, doucement, chaque pas résonnant comme un défi. Lorsqu'elle fut face à elle, elle parla d'une voix claire et posée, sans colère,
sans cri. Vous m'avez toujours traité comme si j'étais inférieure, comme si aimer votre fils m'avait rendu indigne d'exister. Vous n'avez jamais essayé de me connaître. Vous ne m'avez jamais écouté. Vous ne m'avez jamais demandé si j'allais bien. Vous avez seulement supposé que je ne valais rien. Et vous avez répété cette phrase, encore et encore, jusqu'à ce que j'y crois moi-même. Elle marqua une pause, puis continua. Mais ce temps-là est terminé. Ce que vous dites n'a plus d'importance. Ce que vous pensez ne m'atteint plus. Vous ne contrôlez plus rien ici. Et surtout, vous ne contrôlez plus moi. Madame Chevalier voulut répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle ouvrit les lèvres, mais les mots se perdaient. Elle se tourna vers Chloé, sa fille, comme pour chercher du soutien. Mais Chloé, debout derrière un portant de robe, baissa les yeux, incapable de la soutenir. Une lueur de malaise traversait son visage. Ce jour-là, même elle savait qu'il fallait se taire. Alors, seule, Madame Chevalier recula d'un pas. Puis deux. Son visage s'empourpra, non de honte, car elle ne savait pas ce que c'était, mais de rage contenue, de perte de contrôle. Elle leva une main tremblante, comme pour désigner quelque chose, puis la laissa retomber. Ses yeux s'embuèrent, et dans un geste qu'aucun témoin n'aurait pu prédire, elle fit volte-face et quitta la boutique d'un pas rapide, presque désespéré. Un silence tomba sur la pièce, différent cette fois. Un silence de délivrance. Julien s'approcha d'Émilie, posa une main sur son épaule. Elle ne pleurait pas. Elle respirait profondément, les épaules droites, le menton relevé. Elle venait de survivre à sa dernière humiliation, et elle en était sortie debout. Une cliente se mit à applaudir. Une autre la suivit. Puis la salle entière. Pas un tonnerre de battements, non. Mais un respect, palpable, partagé. Le genre d'applaudissement que l'on offre à ceux qui osent parler debout après avoir été réduits au silence. Julien, ému, se pencha vers elle et murmura « Je savais que tu étais forte, mais je ne savais pas à quel point. » Émilie tourna les yeux vers lui. Elle sourit. Pas un sourire, grand, triumphal. Un sourire simple, calme. Le sourire de quelqu'un qui vient de récupérer sa voix. « Je le découvre aussi, » dit-elle. Et dans la lumière douce de la boutique, pendant que Dijon continuait de respirer dehors, Émilie se tenait droite, entière, libre. Le lendemain matin, Dijon n'était plus la même. Il y avait quelque chose dans l'air, une effervescence sourde, une tension légère qui parcourait les rues pavées, les cafés du centre, les marchés couverts. Les visages, croisés dans les tramways ou devant les boulangeries, étaient animés d'une curiosité contenue, comme si toute la ville partageait un secret brûlant, car en vérité, plus rien n'était secret. Les vidéos avaient circulé toute la nuit, d'abord sur les messageries locales, puis sur les réseaux sociaux. La scène, capturée de multiples angles, l'arrivée de l'hélicoptère, Julien, descendant comme une apparition, la demande, le refus calme de l'humiliation, la réponse d'Émilie, la fuite de Madame Chevalier, étaient désormais virales. Les journaux en ligne en faisaient leur une. À Dijon, une demande en mariage remet les pendules à l'heure. Elle travaillait en boutique, il est héritier. Leur amour a fait taire la haine. Une vendeuse humiliée devient copropriétaire et fiancée sous les yeux de sa belle-mère. Le nom d'Émilie, jusqu'alors murmuré dans les couloirs de la boutique comme celui d'une malchanceuse sans relief, s'affichait en lettres noires sur des fonds blancs. On ne parlait plus d'elle comme la femme de, la fille du boulanger ruiné ou l'ex abandonné. Elle devenait sujet, figure, référence. Elle le découvrit en allumant son téléphone à 7h30, un peu par automatisme. Les notifications explosaient. Messages, tags, commentaires, partages. Des connaissances d'enfance. Des anciennes collègues. Des inconnus. Certains lui écrivaient pour la féliciter. D'autres pour s'excuser. Quelques-uns, avec une bienveillance maladroite, lui demandaient si tout cela était vrai. Mais tous, absolument tous, la voyaient enfin. Elle resta longtemps assise sur le rebord de son lit, regardant l'écran sans y croire. Les chiffres s'accumulaient, les vues, les likes, les partages.
Mais au fond d'elle, ce n'était pas ça qui comptait. Ce n'était pas la reconnaissance publique. C'était cette sensation nouvelle, étrange, bouleversante, celle d'être entendue. Julien l'avait laissée seule ce matin-là, volontairement. Il lui avait dit qu'elle devait vivre ce moment à son rythme, sans lui, sans ses mots, sans sa présence pour filtrer la réalité. Il voulait qu'elle se l'approprie, qu'elle comprenne que cette lumière était la sienne. Elle descendit, en ville plus tard, lunettes de soleil sur le nez, capuche sur la tête, comme si elle craignait encore d'être reconnue, mais elle le fut, très vite. Une première passante s'arrêta devant elle, hésitante. « Excusez-moi. C'est vous, la jeune femme de la vidéo ?» Émilie hocha la tête, sans oser parler. La femme, les yeux brillants, lui prit les mains. « Je voulais juste vous dire que c'était magnifique. Vous êtes magnifique. Vous avez été si... digne. Merci pour ça. » Elle s'éloigna, sans attendre de réponse. Puis une autre, et encore une. Au fil des rues, les regards changèrent. Il n'y avait plus de moquerie. Il n'y avait plus d'indifférence. Il y avait une forme d'admiration silencieuse. Un respect, né non de la richesse de Julien, mais de la force tranquille d'Émilie. Dans un café où elle s'assit quelques minutes plus tard, le serveur la reconnut et ne lui fit pas payer. « C'est pour moi », dit-il simplement. Elle insista, il refusa. « Vous avez payé bien plus que ça pendant des années, je crois. » Même le journal local publia un éditorial intitulé « Le courage d'Émilie », louant sa posture, sa réponse face à la violence verbale et la symbolique de sa renaissance. Certains commentateurs y virent un conte moderne, d'autres une revanche sociale. Mais pour Émilie, c'était avant tout une réappropriation. Elle n'était plus spectatrice de sa vie. Elle en était devenue l'actrice principale. Les âmes, choses évoluèrent vite. Des journalistes cherchèrent à l'interviewer. Une émission de télévision la contacta. Une marque de vêtements proposa un partenariat. Julien, fidèle à sa parole, ne se montrait pas trop, la laissant briller, sans son ombre. Il répondait aux messages importants, refusait les appels trop intrusifs et répétait toujours la même chose à ceux qui voulèrent le faire parler. « Je ne suis qu'un homme amoureux. Parlez-lui à elle. » Émilie, encore déboussolée, se réfugiait parfois dans le silence. Elle marchait seule dans les ruelles de Dijon, redécouvrant la ville avec des yeux nouveaux. Elle croisait d'anciens camarades qui ne la saluaient jamais auparavant et qui, désormais, baissèrent les yeux ou l'interpellaient avec gêne. Les rôles avaient changé, pas parce qu'elle était devenue riche ou célèbre, mais parce qu'elle avait cessé de s'excuser d'exister. Un après-midi, alors qu'elle s'arrêtait devant la boutique où tout avait basculé, elle vit un groupe de jeunes filles prendre des photos devant la vitrine. Elle entendit l'une d'elles dire « C'est là que ça s'est passé. Elle bossait ici, tu te rends compte? Et maintenant, elle va épouser un milliardaire. » Émilie sourit, doucement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce n'était pas l'argent, ni la bague, ni la notoriété qui changeait une vie. C'était le regard que l'on portait enfin sur soi, et celui qu'on n'acceptait plus des autres. Les jours passaient, et Émilie découvrait un nouveau monde. Un monde où les regards ne fuyaient plus, où les voix, qui jadis murmuraient derrière son dos, l'interpellaient désormais avec chaleur ou fascination. Mais avec cette lumière nouvelle venait aussi une ombre inattendue, celle du doute. Pas un doute porté sur les autres, un doute porté sur elle-même. Elle se réveillait parfois en sursaut, persuadée que tout cela allait s'arrêter, que Julien allait lui avouer qu'il avait fait une erreur, que ce conte étrange n'était qu'une comédie de mauvais goût et qu'elle allait redevenir l'Émilie invisible de Dijon. Elle se sentait comme une actrice propulsée sur une scène sans avoir répété, applaudie par une foule dont elle ne comprenait pas les attentes. La pression de la visibilité, qu'elle avait cru être une bénédiction, devenait par moments un poids insupportable. Dans les cafés, elle sentait les regards peser plus que jamais. Dans les rues, les gens souriaient, mais certains chuchotaient aussi. Et si Julien l'avait choisie parce qu'elle représentait une revanche sociale spectaculaire? Une sorte de trophée moral pour redorer son image? Une héroïne de conte moderne qu'il pourrait exhiber au monde? Émilie tentait de chasser ses pensées.
Elle se répétait que l'amour de Julien avait été construit dans le silence, avant la scène, avant l'hélicoptère, avant les articles. Mais à mesure que la notoriété grandissait, sa confiance vacillait. Chaque invitation à parler dans les médias, chaque proposition commerciale, chaque article louant la femme qui avait fait tomber les préjugés, devenait un rappel de ce qu'elle n'était pas, une femme habituée à l'attention, à la lumière, à l'admiration. Julien, pourtant, restait d'une constance admirable. Il ne la poussait à rien. Il la laissait respirer. Il lui disait souvent, entre deux silences, « Tu n'as rien à prouver ». Mais même ces mots doux ne suffisaient pas à calmer l'orage intérieur. Le doute était une pluie tenace qui s'infiltrait partout. Un jour, alors qu'elle se rendait dans une librairie pour fuir les regards, elle tomba sur un présentoir rempli de magazines. Sur la couverture de l'un d'eux, une photo d'elle et Julien, prise à la sortie d'un restaurant. Le titre en lettres capitales, « Couple ou coup médiatique ». Elle resta figée quelques secondes. Une cliente passa à côté d'elle et, la reconnaissant, murmura « Ne les écoutez pas. Ils ne savent pas. » Mais ce n'étaient pas eux qui l'inquiétaient. C'était elle. De retour chez elle, elle trouva Julien assis dans le salon, un dossier sur les genoux. Il levait, à peine les yeux lorsqu'elle entra, mais il comprit aussitôt. Il ferma doucement la pochette, se leva et s'approcha. « Quelqu'un t'a blessé » demanda-t-il. Elle hésita. Puis, dans un souffle, « Et si ce n'était pas réel pour toi? Si tu étais seulement fasciné par ma douleur? Si ce que tu aimes, c'est l'idée de moi, pas moi ?» Julien resta silencieux quelques secondes. Puis, sans brusquerie, il lui prit la main et l'amena près de la fenêtre. La lumière entrait doucement, dorée par le soleil déclinant. Il la regarda longtemps, avec cette intensité, calme qu'il avait toujours eue. « Émilie, tu crois que c'est la scène, la vidéo, la foule qui m'ont amenée jusqu'à toi? Tu crois que j'ai traversé le pays, préparé chaque détail, supporté ta souffrance sans jamais intervenir? Pour une idée ?» Il s'approcha un peu plus. « Je t'ai aimé avant que tu ne sois regardé. Je t'ai aimé quand tu pensais que personne ne le ferait jamais. Je t'ai aimé parce que, dans un monde de bruit, tu étais silence. Et dans ce silence, tu brillais. » Les larmes montèrent, lentes. Émilie ne voulait pas pleurer. Elle avait pleuré tant de fois, pour tant de raisons. Mais cette fois, c'était différent. Elle pleurait parce que quelqu'un venait d'éteindre une peur ancienne, une peur qu'elle n'avait jamais osé nommer. Julien l'attira contre lui. Ils restèrent là, longtemps, sans parler. Il n'avait pas eu besoin de plus. Il n'avait pas eu besoin de jurer, de promettre, de convaincre. Il avait juste été là. Et dans ce silence partagé, Émilie sentit quelque chose se déplacer en elle. Une lente reconstruction. Une brique posée sur les ruines d'un château que d'autres avaient tout détruit, et qu'elle allait rebâtir. Peut-être que ce n'était pas la visibilité qui faisait peur. Peut-être que c'était la nouveauté d'être aimé sans condition. D'être regardé non pas pour ce qu'on représente, mais pour ce qu'on est vraiment. Ce soir-là, elle ouvrit une boîte qu'elle n'avait pas touchée depuis des mois. À l'intérieur, ses anciens croquis, des dessins de vêtements, griffonnés à l'encre noire, pleins d'idées qu'elle croyait oubliées. Elle les parcourut du regard, un par un, et sourit. Elle n'était pas seulement la femme de la vidéo, ni seulement celle qu'on avait humiliée. Elle était créatrice, résiliente, vivante. Elle était Émilie. Enfin, ce fut un dimanche. De pluie fine, de ces journées où le ciel semble s'excuser d'être là, où la lumière grise tapisse les murs et où le silence prend la place de tous les projets. Émilie avait repoussé tous les rendez-vous, ignoré son téléphone, refusé poliment les demandes d'interview. Elle s'était levée tard, enroulée dans un peignoir trop grand, et avait passé la matinée à classer de vieux vêtements dans l'armoire qu'elle n'avait pas ouverte depuis son retour à Dijon. Tout était là, figé dans la poussière. Les vestes de travail qu'elle n'avait plus eu le cœur de porter, les écharpes oubliées, les manteaux ternes de ces jours invisibles. Chaque pli racontait une époque révolue. Chaque fibre portait l'odeur d'un passé qu'elle croyait éteint. Elle retira un long manteau gris foncé, froissé, oublié au fond du placard. Celui qu'elle portait les jours de pluie, lorsqu'elle marchait sans fin après le départ,
de son mari, les poches pleines de mouchoirs et de doutes. Elle allait le plier et le mettre dans le carton des dons lorsqu'un papier tomba au sol. Une feuille pliée en 4, froissée, jaunie sur les bords. Elle la ramassa, curieuse. L'écriture, fine et penchée, lui sauta immédiatement aux yeux. Ce n'était pas la sienne, c'était celle de Julien. Son cœur fit un bond. Elle déplia lentement la feuille, l'air soudain trop lourd dans la pièce. La lettre était courte, manuscrite, sans date, sans titre. Mais chaque mot y portait une empreinte intime. Elle lut « Émilie, tu ne sais pas encore que je t'aime. Tu penses peut-être que je suis juste un homme de passage, une distraction. Mais depuis le premier message, quelque chose en toi m'a réveillée. Tu as une façon de parler des choses simples comme si elles étaient pas de précieuses. Une façon de disparaître dans une phrase sans chercher à en sortir. Je t'ai vu alors que personne ne regardait. Un jour, je viendrai. Un jour, tout le monde verra ce que je vois déjà. Pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour que tu le saches, toi. Quand tu trouveras cette lettre, peut-être que tu ne douteras plus. Julien. Elle resta immobile. Les mots tourbillonnaient dans sa tête. Il l'avait écrite avant tout, avant l'hélicoptère, avant les caméras, avant le regard du monde. Il avait tout préparé, en silence, par amour. Elle se laissa tomber sur le lit, la lettre contre son cœur. Ce n'était plus un rêve, ce n'était plus une mise en scène. C'était une construction patiente, douloureuse, invisible, comme elle l'avait été. Ce papier, caché dans un manteau de tristesse, était devenu la preuve tangible d'un amour construit sur la patience, la tendresse et la vérité. Pas sur les projecteurs, pas sur les likes. Quand Julien rentra en fin d'après-midi, trempé par la pluie, Émilie l'attendait dans le salon, la lettre posée sur la table basse. Il s'arrêta net en la voyant. Elle ne dit rien. Elle pointa seulement la feuille du doigt. Il s'approcha, lut, et s'assit doucement à ses côtés. Il ne semblait pas surpris, juste ému. « Tu l'as trouvée » dit-il simplement. « Oui. Je l'ai écrite un soir où tu m'as dit que personne n'avait jamais cru en toi. Je voulais te le dire tout de suite, mais je savais que les mots n'étaient pas encore assez. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Tu ne m'as pas seulement aimé, tu m'as attendu. » Julien prit sa main. « Parce que tu en valais la peine, et que tu ne le savais pas encore. » Ils restèrent ainsi longtemps sans parler. La pluie tombait doucement contre les vitres. Le monde tournait. Mais dans cette pièce, dans ce silence doux, il n'y avait plus de doute. Elle était aimée. Non pas pour ce qu'elle représentait, mais pour ce qu'elle était. Dans l'ombre, dans la lumière, dans les silences. Et elle n'avait plus besoin de se cacher derrière un manteau. Le matin du mariage se leva sur un ciel pâle, presque transparent, comme si le jour lui-même craignait de troubler l'équilibre d'un moment aussi pur. Aucun tambour, aucun carrosse, pas de paparazzi, ni de foule excitée. Il n'y avait que le murmure du vent glissant sur les rangées de vignes, les feuilles agitées par une brise douce, et le silence respectueux d'un lieu choisi pour la paix, non pour l'éclat. Julien avait tout organisé dans le plus grand secret. Le domaine, niché dans les hauteurs paisibles des environs de Lyon, était un vieux vignoble réaménagé où les murs de pierre racontaient encore l'écho des siècles. Il n'y avait pas de tente extravagante, ni de piste de danse. Seulement une grande table en bois sous un saule, des bancs rustiques, des bouquets de fleurs des champs et une arche de vigne tressée, dressée au bout d'une allée de gravier blanc. Les invités arrivaient en silence, guidés par des hôtes aussi discrets qu'élégants. Une 50aine de personnes. Ni plus, ni moins. Des visages choisis avec soin, non pour leur nom, mais pour leur présence véritable. Il y avait d'anciens collègues d'Émilie, certains voisins, quelques figures locales, et, parmi eux, ceux qui l'avaient dû mépriser. Oui, ils étaient là. Pas invités pour être pardonnés, mais pour être témoins. Non de la revanche, mais de l'élévation. Ils n'étaient pas là pour célébrer. Ils étaient là pour voir, et ne jamais oublier. Madame Chevalier était arrivée la dernière. Dans un tailleur gris pâle, les traits tirés, elle s'était assise au fond, sans un mot. Elle n'avait pas tenté de parler à Émilie.
Elle n'avait pas croisé le regard de Julien. Elle savait. Ce n'était plus le jour pour les voix, fortes. C'était le jour du silence. Émilie sortit de la maison principale vêtue d'une robe d'une simplicité bouleversante. Un tissu fluide, sans dentelle, sans éclat, qui épousait sa silhouette avec grâce. Ses cheveux relevés en chignon bas laissaient quelques mèches libres. Aucune traîne, aucun voile, juste elle. Pure, vivante, entière. Julien l'attendait, sous l'arche, vêtu d'un costume bleu nuit. Pas de nœud papillon, ni de cravate. Son regard fixait l'horizon, mais ses mains, croisées devant lui, trahissaient une nervosité douce. Lorsqu'elle apparut au bout de l'allée, son souffle se suspendit. Elle marcha lentement, sans musique. Le gravier crissa sous ses pas. Tous les invités se levèrent, mais personne n'applaudit. C'était un respect ancien, presque sacré, qui régnait là. Un silence d'église, sans religion. Une paix que personne n'osait troubler. Arrivée à sa hauteur, elle prit la main de Julien. Il la serra doucement, puis tourna vers elle un visage ému. Aucun officiant n'intervint. Ils avaient choisi de prononcer leurs vœux seuls, l'un face à l'autre, devant la terre, le ciel, et les cœurs ouverts. Julien parla le premier. « Je t'ai aimé en silence, puis en vérité. Et aujourd'hui, je te promets de t'aimer dans chaque jour qui viendra. Pas pour ce que tu m'apportes, mais pour ce que tu es. Une lumière calme, une force douce. Mon choix. » Il s'arrêta. Aucun mot superflu. Juste cela. Émilie, les yeux embués, répondit avec la même économie. « De mots. Je n'ai jamais pensé qu'on m'aimerait comme tu m'as aimé. Tu as attendu que je sois prête, sans m'imposer ta lumière. Et aujourd'hui, je ne te choisis pas pour fuir mon passé, mais pour construire tout ce qui vient. » Ils échangèrent les alliances dans un geste lent, comme une offrande. Métal effleura leur peau. Aucun applaudissement, aucun cri. Juste un souffle collectif, retenu, admiratif. Puis ils se tournèrent vers l'assemblée. Julien parla une dernière fois. « Merci d'être là. Vous n'êtes pas venus pour juger. Vous êtes venus pour voir. Souvenez-vous de ce moment. Pas pour moi, pas pour elle, mais pour vous. Parce qu'il arrive qu'on se trompe sur les gens. Et parfois, il faut être présent pour le reconnaître. » Les invités s'inclinèrent légèrement. Pas un mot ne fut prononcé. Même les enfants, comme par magie, restaient calmes, captivés. Un repas simple suivit, pas de menu en 7 plats. Une cuisine locale, servie sur de la vaisselle dépareillée. On buvait du vin du domaine. On parlait à voix basse. Les rires étaient discrets, sincères. Des conversations naissaient entre anciens ennemis, des regards se croisaient avec gêne puis bienveillance. Madame Chevalier ne mangea presque rien. Elle resta à sa place, observant, comme si elle cherchait encore une faille, une erreur. Mais elle n'en trouva pas. Ce mariage n'était pas une comédie. C'était une guérison. Et elle n'était pas au centre. Julien et Émilie ne dansèrent pas. Ils s'assirent l'un près de l'autre, les mains entremêlées, observant leurs invités. Loin des projecteurs, loin des foules. Et dans ce silence, sans artifice, leur union résonnait plus fort que n'importe quelle musique. Le crépuscule s'installait doucement sur les collines. La lumière se faisait plus rase, plus dorée, enveloppant les vignes et les pierres anciennes d'un voile de tendresse. Les derniers invités quittaient le domaine en silence, saluant Julien et Émilie avec cette retenue propre aux témoins d'un moment plus grand qu'eux. Certains avaient encore les yeux humides. D'autres, les bras croisés sur le torse, repensaient à ce qu'ils venaient de vivre sans trouver les mots pour le dire. Il ne restait que quelques bougies allumées sur les tables, vacillantes sous la brise, comme les battements d'un cœur tranquille. Émilie et Julien étaient assis seuls sous l'arche désormais vide. Pas de musique, pas de discours de fin, seulement le bruissement des feuilles et le chant lointain d'un oiseau nocturne. Julien prit la main d'Émilie dans la sienne et la contempla. Ses doigts s'enlaçaient naturellement, comme s'ils avaient toujours su comment se retrouver. Il la regarda longuement, non pour l'interroger, mais pour se souvenir. De tout. Des messages silencieux. Des matins tristes. Du premier éclat de rire. De la lumière revenue dans ses yeux. Émilie tourna la tête vers lui, le visage détendu,
lavé de toute tension. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Je pensais que ce jour serait bruyant, plein de mots, de rires, de promesses criées, fort. Et pourtant, c'est ce silence que j'attendais. » Julien sourit, parce qu'il dit tout, sans avoir besoin de le dire. Ils restèrent là, sans bouger. Le monde autour d'eux semblait suspendu. Pour la première fois, Émilie ne se sentait pas exposée, ni observée, ni réduite à une image. Elle n'avait plus à prouver sa valeur, plus besoin de se défendre, ni de s'expliquer. Elle n'était pas une revanche sociale, ni un symbole. Elle était simplement elle-même, et cela suffisait. Julien se leva lentement, fit quelques pas dans l'allée, puis se retourna. Il la regarda avec cette intensité qui avait toujours été la sienne. Une intensité calme, mais inébranlable. « Tu sais, dit-il, il pensait que tu étais faible, silencieuse parce que soumise, invisible parce que vide. Mais moi, je t'ai vu dès le début. Tu n'as jamais été une absence. Tu étais une patience, une force lente. » Il s'approcha à nouveau, s'agenouilla doucement devant elle, cette fois sans bague, sans témoin, sans déclaration. Il posa simplement la tête contre ses genoux, et dans ce geste silencieux, il lui donna la seule chose que l'on peut offrir quand on aime vraiment, la paix. Émilie passa ses doigts dans ses cheveux, comme on caresse quelque chose de précieux. Elle ne pleurait pas. Elle souriait. Un sourire si léger, si sincère, qu'il semblait appartenir au vent lui-même. Elle se pencha, murmura à son oreille « Je n'ai jamais eu besoin de crier pour exister. J'avais juste besoin que quelqu'un écoute. » Julien releva la tête. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, dans la lumière mourante du jour. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Elle regarda l'horizon, où le soleil disparaissait lentement derrière les collines. « Maintenant, on vit. » Ils se levèrent ensemble. Main dans la main, ils quittèrent l'arche, la table, la vigne. Ils ne se retournèrent pas. Ils n'avaient rien à fuir, rien à prouver. Le passé était resté derrière, non effacé, mais accepté. En sortant du domaine, Émilie s'arrêta une dernière fois. « Tu te souviens de ce que tu as dit à la boutique ?» demanda-t-elle. Julien hocha la tête. « Elle n'a pas été faite pour être ignorée. Elle a été faite pour être célébrée. » Elle répéta doucement, pour elle-même, comme un dernier souffle. « Célébrée. » Et dans ce mot, dans cette voix apaisée, dans ce pas qu'elle reprit, il n'y avait plus de peur, plus de bruit, juste le dernier silence, celui qui ne vient ni de la honte, ni de la douleur, mais de la fin d'un combat. Le silence de celle qui, enfin, n'a plus besoin de se défendre. Car elle existe, elle a été vue, et ce qu'il a fait, avec amour, a réduit le monde entier au silence.